J'ai mis en scène une pièce de théâtre. 10 mois de travail, dont 7 mois de pratique. Un travail à temps plein. Des hauts, des bas, une montagne russe d'émotions. Aujourd'hui, je vous parle de tout ça, de A à Z, avec le plus d'honnêteté possible. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien pour ce premier épisode du procès. Mon nom est Camilla et aujourd'hui, on va parler de moi, mais de moi avant le procès, ce que j'ai pu faire au sein des exclamateurs, au sein de productions de théâtre étudiante, même avant tout ça. Bref, je vais vous dire qui je suis. Ensuite, on va parler adaptation, je vais vous parler de comment j'ai pu adapter le procès au théâtre. Et finalement, je vais vous parler de la fameuse soirée où j'ai présenté mon projet aux exclamateurs, au CA, mais aussi aux membres de la troupe. Donc, commençons par le commencement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Camilla, mais ça, je l'ai dit tantôt. Et je suis montée sur scène pour la première fois à 4 ans. Mais c'était pas pour du théâtre, c'était pour de la danse classique. Puis j'avais vraiment aimé ça. Je voulais continuer. Alors, quand j'ai su qu'il y avait des cours de théâtre au primaire, je me suis vraiment investie dès l'âge de 6 ans. En fait, j'ai toujours aimé ça, apprendre des répliques, rencontrer des gens aussi passionnés que moi, mais surtout la nervosité d'entrer en scène. Puis j'aimais ça, inventer des histoires. Quand j'étais petite, je faisais des courts-métrages où mes amies étaient les actrices, où une poupée servait de personnage, c'était n'importe quoi. Puis moi, mon rôle, c'était de diriger les autres enfants pour faire une histoire qui était cohérente. Puis j'ai aussi des souvenirs de moi qui, à la fin de la récréation, qui écrivait dans mon agenda les nouvelles avancées dans nos histoires. On reproduisait des scènes de films qu'on aimait beaucoup. Bref, dès mes 6 ans, j'avais déjà un petit peu de Camilla metteur en scène en moi. Et à mon adolescence, je suis devenue beaucoup plus introvertie qu'à mon enfance. Donc, à place de faire des mises en scène avec mes amis lors de la récréation, je me mettais à mon ordinateur et j'écrivais des histoires. J'en écrivais énormément. Je m'inspirais des films. Les films, d'ailleurs, genre, je regardais un film par jour. C'est presque trop. Et j'écrivais, après le visionnage de ces films-là, une mini-critique dans un journal. Ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que j'aimerais m'inspirer pour de futurs projets. J'ai fait du théâtre au secondaire, bien sûr, mais j'étais très, très, très gênée. Et est-ce que je me suis investie autant que je l'aurais aimé? Honnêtement, pas du tout. C'est vraiment au cégep que j'ai commencé vraiment à triper théâtre. Parce qu'à la fin de mon secondaire 5, on m'a dit « Camilla, le cégep, c'est là pour faire des contacts, alors fais du parascolaire. » Puis j'aime pas le sport, j'aimais pas le sport et je pense que je vais jamais aimer le sport. Alors je me suis dit, what the hell, on va essayer le théâtre, pourquoi pas? Et ça a vraiment changé tous les événements qui vont suivre par la suite parce que notre metteur en scène n'était pas juste là parce que c'était un prof pour toucher un salaire, mais parce qu'il voulait nous faire véhiculer des valeurs, il voulait nous faire véhiculer des idées, puis il nous laissait une très grande liberté, je trouve, sur les choix de mise en scène. Puis c'est vraiment ça qui m'a fait naître une véritable envie de moi aussi un jour en faire. J'ai fait 3 productions avec le théâtre du cégep André Landau, a.k.a. la troupe du Petit Splendide. J'adore ce nom. Il y a une pièce où j'ai été juste une remplaçante et les 2 autres où j'avais un des rôles principaux. Et cette troupe-là m'a permis de participer à l'intercollégial de théâtre en 2023. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est basically un week-end où tous les étudiants qui font du théâtre se réunissent dans un seul et même cégep pour voir les pièces des autres, jaser théâtre, mais on va pas se le cacher, c'est surtout un endroit où les étudiants sont là pour faire le party avec d'autres étudiants qui ont la même passion qu'eux. Puis c'est là-bas que j'ai rencontré des personnes qui sont encore aujourd'hui de très bons amis, puis ça a permis non seulement à lier une plus grande synergie au sein de la troupe étudiante, mais ça m'a aussi permis de me faire des contacts. Puis l'un d'entre eux, c'est quelqu'un qui m'a contacté, moi et mon prof, pour une entrevue dans le magazine Jeux, qui porterait sur le théâtre étudiant. J'étais vraiment nerveuse. Pour moi, c'était ma première entrevue. Puis à la fin de mon échange avec cette personne-là, elle me parle d'auditions qu'elle organise pour sa prochaine mise en scène, a.k.a. une
adaptation d'Alice de Patrick Sénécal pour la troupe amateur Les Exclamateurs. Et j'y vais et je suis prise et c'est là qu'un nouveau monde s'offre à moi. Je découvre c'est quoi le théâtre amateur, les ressemblances et les différences avec le théâtre étudiant, parce qu'il faut savoir qu'avant ça, je ne savais même pas que le théâtre amateur existait. Pour moi, c'était vraiment, tu fais du théâtre étudiant, t'es bon, t'es bonne, tu fais une école de théâtre, bam, tu deviens professionnel. Alors que je ne savais pas qu'il y avait ce monde qui m'était encore là totalement inconnu, qui était juste au bout de mon nez, c'est n'importe quoi. Je me suis formée une vraie expérience à partir d'Alice et encore une fois, des contacts, toujours des contacts. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidée parce que je commençais mes études universitaires en même temps, en mise en scène, mais aussi en film studies, donc études cinématographiques, si vous préférez en français. Tout ça, c'était tout nouveau pour moi. J'en voulais plus parce que contrairement à mes cours, j'avais vraiment l'impression d'apprendre de nouvelles choses liées au métier d'acteur, de metteur en scène, bref, liées au théâtre tout court, j'étais vraiment déjà dans l'action. Et c'est au party de Noël d'Alice, je dis à un des acteurs que moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est pas vraiment l'acting, c'est plus la direction d'acteur, l'écriture et la mise en scène. Puis là, on parle des petites histoires, qui est une sorte de manière pour les novices comme moi de pouvoir présenter leur projet dans une salle à faible budget et vraiment voir s'ils sont faits pour ça. Puis j'y croyais pas trop, donc j'ai soumis un pitch aux estimateurs et bam, j'ai été prise. En 4 mois, je monte un texte intitulé « Appel à sens unique » avec 3 comédiens qui n'avaient jamais fait de théâtre amateur, mais qui étaient autant passionnés et fous que moi. J'ai tellement aimé cette expérience-là. Mon rêve était devenu réalité. Je l'ai présenté, puis c'est une expérience qui, je trouve, m'a énormément forgée. Bon, évidemment, maintenant que j'ai plus d'expérience, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment dans l'écriture, en mise en scène, en organisation. Mais ce que je retiens de cette expérience-là, c'est que je l'ai fait, je l'ai bien fait, et que surtout, je voulais en faire plus. Donc, de novembre 2024 à mars 2025, j'ai réfléchi, est-ce que je suis prête à faire une production longue? Est-ce que les gens vont me faire assez confiance pour l'accepter? Si ça se trouve, les gens ont trouvé ma petite histoire tellement poche que je suis rayée de la liste des exclamateurs. Mais c'est mes 3 comédiens d'appel à sens unique, donc Myriam, Pierre-Romain et Stéphanie, qui m'ont convaincue de continuer, car apparemment pour eux, j'avais fait une bonne job. Voilà, c'est pas mal ça pour la présentation. Le procès, c'était vraiment pas mon premier choix. À la base, moi, je voulais adapter Yannick, qui est un film de Quentin Dupieux sorti il y a peu de temps. Mais malheureusement, j'avais pas réussi à trouver les droits d'auteur à temps. Du mois de décembre jusqu'au mois de mars, je vous jure, moi et Pierre-Romain, on essayait quasi à tous les jours, de quelconque manière, de rentrer en contact avec n'importe qui pourrait nous aider avec cette situation-là, mais aucune réponse. Et c'est quand les exclamateurs ont annoncé qu'ils faisaient un appel à projet, j'ai dû laisser mon projet chouchou de côté. J'avais demandé à la troupe si je pouvais faire le projet sans les droits d'auteur et leur réponse a été pas mal claire. Non. Mais je voulais quand même faire un projet avec eux. Donc j'ai cherché des textes dans le domaine public. Il n'y en avait pas beaucoup qui me parlaient. Et surtout les textes pré-1920, j'en avais pas lu beaucoup. Et les seuls que j'avais lus, c'était pour l'école. Puis c'était pas un style d'écriture pour la plupart qui me parlait. À chaque fois que j'allais au cinéma ou que je lisais quelque chose, je me disais que ce serait tellement cool de l'adapter. Ma liste faisait plus d'une 30aine de titres, mais il y en avait très peu qui étaient dans le domaine public. Et il y a 2 événements qui m'ont poussée à choisir Kafka. Le premier, c'était complètement par hasard, je suis tombée sur un article de la presse en faisant ma recherche de textes dans le domaine public qui disait que la majorité des textes de Franz Kafka sont tombés dans le domaine public en 2025. Et le deuxième élément clé, c'était lorsque j'ai revu un film d'Orson Welles, à savoir son adaptation d'Othello, et je me suis souvenu qu'il avait adapté du Kafka. Donc, j'ai revu le procès par Orson Welles, qui m'a donné envie de lire le livre. Je l'ai lu et relu en prenant des notes de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas, et surtout de ce que je voudrais mettre ou changer dans une possible mise en scène. J'aimais bien l'ambiance absurde qui était très proche d'une certaine manière à
à l'ambiance de ce que je voulais apporter dans mon adaptation de Yannick à la base. Puis vraiment, ce qui m'a poussée à continuer le projet, c'était les personnages. Les personnages sont des bonbons à jouer, tous plus intéressants que les uns que les autres. Tout ce que je viens de vous décrire, trouver une œuvre à adapter, chercher en ligne, regarder des films, faire une liste, regarder Othello. Bref, tout ça, c'était en 10 jours. Il me restait donc un peu plus de 2 semaines pour faire un pitch aux exclamateurs. Et c'est ça que j'ai fait. Mais avant de vous dire ce que j'ai fait dans ces 2 semaines-là, suivant mon choix d'adapter du Kafka, j'aimerais vous parler de mon approche à Kafka. C'est un auteur que j'ai découvert à l'âge de 16 ans, dans le cadre de mon cours de français. On avait évidemment lu La Métamorphose, puis sans exagération, je pense que c'est le premier livre qui m'a vraiment intéressée, même si je comprenais pas tout à cause du langage plutôt soutenu, dû à l'époque évidemment, puis parce que l'histoire est assez fuckée. Mais ce qui m'avait plu aussi, c'était vraiment la description que mon prof en faisait. C'était la première fois où la biographie d'un auteur m'a été expliquée avant la lecture d'une œuvre. Avant, je lisais en gardant en tête que c'était une histoire ou une métaphore d'un sujet de société, I don't know. Mais là, c'est la première fois que je lisais un auteur qui mettait autant de lui-même dans son personnage principal. Ça m'avait beaucoup marqué. On l'a lu, évidemment La Métamorphose, puis on a lu dans le même cours des extraits de son ouvrage Lettre au père, qui, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une lettre de 60 pages que Kafka a écrit à son père. Puis je pense que c'est la première et une des seules fois dans ma vie que j'ai pleuré en lisant un texte. Je me suis tellement identifiée dans les difficultés de la vie de Kafka, puis c'était tellement triste le poids qui se mettait sur les épaules. Je pense que honnêtement, Lettre au père est un des textes que j'ai le plus lu dans ma vie. Tout roman, nouvelle, BD, pièces de théâtre confondues, je le relis au moins une fois par année. C'est vraiment un texte qui m'a marqué. Et Orson Welles, lui, dans tout ça, je l'ai découvert en même temps que Kafka, donc à 16 ans, parce que c'est en secondaire 5 que j'ai appris que j'avais été acceptée au cégep André-Laurando en profil cinéma, puis j'avais tellement hâte, peut-être que j'avais trop hâte, j'étais tellement passionnée, mais j'étais pas du tout confiante sur le fait que je sois à la même hauteur que les autres étudiants dans ma cohorte. Donc j'ai fait un rattrapage de plein de films importants, surtout pré-1950, et Citizen Kane est l'un des films évidemment que j'ai découvert. C'est aussi à cette époque-là que j'ai écouté son émission de radio, La Guerre des mondes. J'en ai des frissons juste à vous en parler. Si vous n'avez pas vu Citizen Kane, ni écouté La Guerre des mondes, faites-le. Bon, après avoir écouté le making-of, évidemment, mais il y a tellement d'aspects de cinéma qui sont inaccessibles par les changements culturels ou par leur contenu. Mais ces deux œuvres-là sont tellement en avance sur leur temps qu'elles sont hyper d'actualité, même encore aujourd'hui. Puis ce qui m'avait vraiment touchée, c'est qu'il avait fait son premier film à 25 ans. C'est presque un cliché de le dire, mais le fait que quelqu'un d'aussi jeune ait autant d'ambition et de courage de monter des projets, ça m'avait beaucoup parlé. Mais j'ai vu son adaptation du procès pour la première fois 1 an plus tard. Pour un projet d'école, basically, il fallait que je compare Citizen Kane à un autre film d'Orson Welles. Et celui que j'avais choisi, c'était Le Procès. Pourquoi Le Procès? Parce que j'avais vu que dans la distribution, il y avait Anthony Perkins. Je l'avais trouvé excellent dans Psycho. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi Le Procès pour mon projet d'école. Et Le Procès, ça parle de quoi? Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la pièce, qui n'ont pas lu le livre, qui n'ont pas vu le film, mais qui veulent écouter le making-of quand même, ça raconte l'histoire de Joseph K. qui se réveille un matin et, pour une raison obscure, est arrêté et soumis aux rigueurs de la justice. Il va chercher à se défendre et à comprendre sa faute, tout en faisant face à l'absurdité du tribunal, en se heurtant aux propos incohérents de son avocat. Ça, c'est ce que je viens de vous lire, c'est le résumé que j'ai écrit pour les islamateurs de C'est quoi le procès. Alors, quand j'ai choisi le livre à adapter, il était temps que je me mette au boulot. Ma première adaptation, c'était vraiment un copier-coller de tous les dialogues du film. Puis j'ai fait une autre version qui est vraiment un copier-coller avec tous les dialogues du livre.
aucune didascalie, aucune intention de jeu, rien. Ma troisième version, c'était un gros tri dans les scènes du livre. J'ai dû effacer au moins le tiers de l'histoire. Il y a beaucoup plus de chapitres dans le livre d'origine, des personnages que j'ai coupés entièrement. Je pense par exemple aux coworkers de Joseph, qui parle jamais, mais qui l'observe quasi en tout temps. J'ai enlevé un chapitre presque au complet, à savoir celui sur le peintre, parce que même si je sais que le chapitre avec le peintre, c'est probablement le plus connu du roman, moi, je l'ai trouvé ennuyeux. Je sais, unpopular opinion. Puis, pour une première mise en scène, j'étais un peu mal à l'aise à l'idée d'inclure cette scène-là dans mon adaptation. Pas parce que je voulais faire une pièce plus lisse, pas du tout. C'était juste que, comme je vous l'ai dit, pour une première production longue, je voulais m'assurer de faire de la qualité au lieu de la quantité. Je pense aussi à la scène de Mademoiselle Borsner, la voisine de Joseph. Il y a beaucoup de passages qui ont été coupés, notamment le moment où elle et Joseph sont assis dans le lit puis ils parlent des autres colocataires dans l'établissement. Parce que je trouvais la scène déjà assez longue. C'est la scène la plus longue de mon adaptation. Elle dure, je crois, une douzaine de minutes. Je voulais pas l'allonger pour rien, tout simplement. Puis c'est là que j'ai commencé lentement et sûrement à combiner des personnages entre eux. Ça, je pense que ça a été un des moments les plus stimulants à l'écriture. Par exemple, dans le roman, il y a à la fois le personnage qui présente Joseph K. à la cour, puis à la fin, il y a un prêtre qui lui raconte le fameux conte de la porte de la loi. Puis c'est à l'écriture de la troisième version que je me suis dit, mais pourquoi pas combiner ces deux personnages-là et créer le personnage du juge, tout simplement. Puis quand je pense à la troisième version, le truc qui me vient en tête, c'est longueur. Pourquoi? Parce que ça a été la version la plus longue et la plus importante à écrire. Parce que c'est aussi là que j'ai mis par écrit des thématiques qui n'étaient pas forcément là dans le roman d'origine. Par exemple, j'avais remarqué dans ma première lecture que la place des femmes dans le roman était, comment on pourrait dire, spéciale. On va utiliser le mot spécial. C'était soit des objets de désir ou des femmes en quête de sexualité ou les deux. Puis étant une femme en 2025, j'ai pris la décision de prendre avantage de la représentation de la femme dans le roman pour parler du sexisme et de la place de la femme dans la société d'aujourd'hui. Bon, certes, c'est vraiment une sous-thématique. Je sais même pas si les gens qui sont venus voir la pièce l'ont tant remarqué que ça, mais c'est quelque chose dont je voulais parler, puis c'est quand même présent. Et c'est là que je me suis posé la fameuse question, est-ce que Joseph K. est coupable? Parce que Kafka disait clairement qu'il était innocent. Wells, c'est un peu drôle, il disait qu'il était coupable. Mais moi, je voulais un entre-deux. Je voulais donner le choix à l'audience de s'il était coupable ou innocent. Mais si Joseph avait bel et bien commis un crime, ce serait quoi? Ça, c'est un des éléments qui explique pourquoi la troisième version a pris autant de temps à être écrite. Parce que j'ai pensé à plein de théories, à plein de crimes qu'il aurait pu possiblement commettre. Et celui qui m'a paru le plus logique, c'était qu'il pourrait avoir un comportement parfois limite envers les femmes. Et comme j'ai dit, c'est pendant cette troisième écriture-là que cette idée est née et qu'elle s'est évidemment développée plus tard dans les autres versions. En parlant de versions futures, quatrième version jusqu'à la 10e, c'était pas grand-chose honnêtement, c'était du rajout de didascalie, d'intention de jeu. Et je précise que quand je qualifie une version de nouvelle, c'est quand je le relis et que je corrige assez de trucs pour le qualifier comme une nouvelle version. J'ai enlevé quelques dialogues qui pouvaient porter à confusion parce que dans le roman d'origine, il y a des personnages qui sont là pour qu'un seul but, c'est de dire des mots qui n'ont aucun sens pour rendre le personnage principal confus. C'est quelque chose qui peut facilement se faire via papier, mais je trouvais ça plus difficile en live, surtout pour un public qui n'a pas nécessairement lu le roman d'origine. Donc, avec le peu de temps que je m'étais imposé, c'était environ une version par jour. Puis, les deux versions qui ont suivi, j'ai inclus des dialogues du film que j'aimais bien. Je pense au prologue. En fait, il y a deux passages de ma pièce qui sont entièrement du film, à savoir le prologue, et toutes les scènes avec Maria, qui n'est pas dans le roman d'origine, mais qui sont... C'est tellement un personnage important pour moi,
pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est qui le personnage de Maria, c'est la cousine du personnage principal. Je voulais qu'il y ait un membre de la famille supplémentaire, un membre de la famille plus jeune, qui voit tout ça se passer. Et vu que c'est un personnage féminin, ça va avec l'idée que je m'étais imposée de est-ce qu'il aurait fait quelque chose de bizarre avec sa cousine? Est-ce qu'il aurait un comportement bizarre avec elle? Bref. Fait que c'est ça. Dans les versions 13, j'ai inclus les cues lumière et dans la version 14, les cues sonores, musicaux et quelques chorégraphies. Bon, la plupart ont été enlevés plus tard, mais on y reviendra. Et comme dans le film, le personnage de la danseuse pour lequel Joseph a un crush et le personnage de Mademoiselle Borsner, je les ai combinés dans un seul et même personnage. Fait que voilà, je vous ai pas mal décrit comment je travaillais pour mes versions. Par contre, je tiens à préciser, encore une fois, j'ai eu pas beaucoup de temps pour le faire. J'écrivais jour et nuit. C'était devenu une véritable obsession. J'étais à l'école, j'écrivais. J'étais dans mon lit, j'écrivais. J'étais dans le métro, au travail, ou même quand j'écrivais pas, je pensais à ce qui pouvait être rajouté quand j'aurais le temps d'écrire. J'adore avoir ces boosts de créativité-là. Je pense pas que c'est pour tout le monde. Et vous allez voir, c'est pas la première fois que ces boosts-là vont survenir. Bref, la deadline arrivait bientôt. J'ai rempli le document pitch pour les estimateurs parce qu'on l'oublie un peu, mais jusqu'à date, j'avais mis autant d'efforts sans avoir la certitude que j'allais être prise. Mais à quoi ça ressemble un document de présentation de projet? Dans le fond, tu écris le type de comédien que tu recherches, ta manière de travailler et évidemment une mini-description du projet, résumé, date de représentation souhaitée, jour de pratique, etc. Et vu que pour moi, ça faisait 3 semaines que je voyais ces personnages-là, plus que mes propres amis ou ma propre famille, j'avais une description physique très précise de ce que je voulais. Et en rétrospective, peut-être des descriptions un peu trop poussées. Si je devais réécrire ce document-là, je dirais seulement quel âge chaque personnage devrait avoir, mais pas aller dans le physique, par exemple. Pour le personnage de Joseph, j'insistais vraiment pour qu'il soit maigre, ou Mademoiselle Borsner, que j'avais insisté pour qu'elle ait les cheveux longs, genre, comment, j'avais pas besoin de mettre autant de détails, mais bon, c'est moi, que voulez-vous? Je pense que c'est 2 semaines, si je dis pas de conneries, j'ai eu une réponse du CA qui m'invitait à présenter mon projet devant les membres. Oh my God, je peux pas vous dire à quel point j'étais contente cette soirée-là. Mais attention, il fallait que je fasse une bonne impression parce que le CA a accepté de me prendre. Mais ça veut pas dire que les membres de la troupe vont trouver le projet palpitant. Fait comment prouver aux gens de faire mes auditions et d'embarquer dans le projet d'une random fille de 21 ans qui connaissent pas? Comment, en plus de trouver des acteurs, je dois essayer de convaincre les gens pour m'aider à la technique, la mise en scène, la scénographie, en misant tout sur mon organisation. Je voulais que les gens se disent « Oh shit! Assez dans quoi elle s'embarque? » Fait que voici tout ce que j'ai fait pour me préparer à la soirée de présentation. 1. Un PowerPoint qui résume en 10 minutes. Pourquoi 10 minutes? Parce que c'est le max de temps que les exclamateurs m'ont donné. Qui résume mon document pitch. Donc, type d'acteur, date de représentation, pourquoi j'ai fait le projet, ma manière de travailler, avec des photos du film pour montrer le style recherché. Ensuite, 2. Une première esquisse de l'horaire de pratique avec les dates souhaitées, qui est demandé à chaque date, puis ce qui est demandé des comédiens à chaque pratique. Affiché dans le PowerPoint, ben, les gens ils vont savoir les implications nécessaires, mais surtout l'engagement que je porte dans une organisation. 3. Contacter des salles de pratique. Alors, j'ai pas réussi à trouver une salle de pratique à temps, mais les exclamateurs, ce que je trouve très cool, c'est qu'ils m'ont fourni un guide pour nouveaux metteurs en scène. D'ailleurs, s'il y a un membre du CA qui m'écoute, merci pour cette initiative. Je trouve ça tellement utile. Puis à la fin de celui-ci, ben, il y avait une liste de toutes les salles à Montréal. Fait que je les ai toutes contactées. Il y en a seulement 2 qui m'ont répondu. L'Esquisse qui pouvait nous louer la salle durant l'été et le Jordy qui pouvait nous louer la salle de septembre à décembre. Ça, j'ai pas eu de réponse de leur part à temps pour la rencontre avec les membres, mais j'ai quand même précisé le travail que j'ai mis pour essayer d'en trouver une. Fait que c'est ça, les salles, 4. Si je pouvais convaincre quelqu'un pour m'aider à la technique, il fallait que je crée un document technique qui fasse de l'allure pour faciliter la tâche de la personne. Je me suis beaucoup inspirée du document de changement de décor que Nathalie Theocarides avait fait pour sa production d'Act of God. On va en parler tantôt de Act of God pour faire le mien, mais qui incluait aussi les lumières et cues sonores.
J'ai décidé de faire ça sur Miro parce que je voyais bien que ça fonctionnait pour quelques amis étudiants en jeux vidéo pour organiser leurs idées. Donc, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait fonctionner aussi pour le théâtre. Et finalement, j'ai regroupé les scènes que je voulais faire en audition dans un document que j'ai ensuite fait parvenir au CA des exclamateurs. Comme ça, ceux qui voulaient auditionner pour X ou Y rôle, il y avait déjà accès au document pour se pratiquer 48 heures après la soirée de présentation. Mais ça, on va en reparler plus tard. Il y a certaines scènes que j'aurais pas dû faire auditionner. Bref, tout ça, je l'ai fait en un week-end. J'ai pas vu le temps passer. Le samedi, j'ai fait le PowerPoint, contacté les salles de pratique, première esquisse de l'horaire. Puis dimanche, j'ai regroupé les scènes d'audition, fait la fiche technique. Puis il faut garder en tête que même si j'avais pas d'école, je faisais tout ça en pratiquant au moins une fois par semaine pour la pièce de théâtre Act of God, pour laquelle j'étais le rôle principal. Je voulais le plus vite possible m'organiser sur le procès, justement, comme ça allait pas affecter les représentations en juin d'Act of God, puis j'allais pas avoir un stress supplémentaire. Et après tant de temps d'attente, la soirée de présentation arriva. Est-ce que c'est un euphémisme de dire que j'étais nerveuse? Je me souviens encore de discuter avec les gens sur place qui m'encourageaient avant que je commence à parler. Puis moi qui mettais mes mains dans mes poches pour pas montrer que j'étais nerveuse, à quel point je tremblais. Surtout que Paul, Laurent, Marjolaine et Bertrand, qui pitchaient leur petite histoire, étaient tellement convaincants et mieux que moi. Quand moi j'avais pitché ma petite histoire l'année d'avant, j'étais tellement stressée. Mais quand mon tour est venu, j'ai eu une main d'applaudissements et des gens qui m'encourageaient en disant mon nom. Je savais même pas qu'il y avait autant de monde qui me connaissait au sein des exclamateurs. J'étais quand même stressée. Je sais même pas comment j'ai fait pour dire des mots l'un après l'autre, to be honest. Alors j'ai dit ce que j'avais à dire, puis j'étais allée me rasseoir. Et pour être 100% franche avec vous, j'ai même pas écouté les présentations qui ont suivi, à savoir celle de Jean, la vidéo d'Antoine et le mini-pitch de présentation de Samuel. J'étais pas là mentalement. J'avais un mal de tête. Juste présenter mon projet devant autant de gens m'avait fatiguée au plus haut point. Je voulais rentrer chez moi. En arrivant chez moi, je me suis couchée puis je me suis dit « Camilla, ton projet est vraiment trop ambitieux. Tu vas pas être prise, mais au moins, t'auras essayé, t'auras passé une belle soirée. » Mais j'ai eu tort. Et ça, c'est pour le prochain épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode du procès. J'espère qu'il vous a plu. Si vous en voulez davantage, le deuxième épisode est déjà sorti. Vous pouvez aller l'écouter dès maintenant. Et si vous voulez voir le nom des personnes à part moi qui ont participé au projet, le lien est dans la description. Voilà, des bisous et hâte de savoir ce que vous en avez pensé.